Place aux jeunes Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière. Avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante, Lanaudière, c'est la nature et le terroir à proximité de Montréal. Nous t'accompagnons à la découverte de cette région et de ses opportunités professionnelles. Bonjour et bienvenue au podcast Écoute Lanaudière. Je m'appelle Marc-André Arsenault et je vous accompagne une fois de plus pour ce podcast d'une vingtaine de minutes pour parler de Lanaudière, puis comment il fait bon vivre dans cette région. Et bien sûr pour l'occasion, mais pour chaque épisode de podcast en fait où on s'entretient ensemble, Cathy est avec moi. Bonjour Cathy. Salut Marc-André. Donc, Place aux jeunes, Lanaudière, en fait, on offre les services d'aide à l'intégration dans la région de Lanaudière, mais c'est représenté par 4 territoires. On offre des services pour 4 territoires, Matawini, Montcalm, Dautrey et Joliette. Exactement. Et non seulement des services d'intégration, des services d'aide à l'établissement à distance. Fait que tu as entre 18 et 35 ans, tu es qualifié ou diplômé postsecondaire. On va t'accompagner dans ta démarche de recherche d'emploi, de logement, faire connaître le territoire. On t'invite à participer à un séjour exploratoire pour connaître le milieu de vie ici, visiter des entreprises. Tu as des enfants, on va t'aider aussi à identifier des garderies, des écoles pour tes enfants. Les services essentiels. Là, les services essentiels, mais aussi après, pour ce qui est du volet intégration, on a un beau réseau fier à nos doigts, puis on ne te lâche pas. On t'invite à un paquet d'activités pour découvrir non seulement ton milieu de vie, mais aussi rencontrer d'autres jeunes dynamiques comme toi. Puis si tu es entrepreneur, ben on est aussi à coquiner avec nos services de développement économique. Donc, on organise également des séjours exploratoires à thématique entrepreneuriale. Oui, puis l'aide à l'intégration, comme on parle, on fait de l'aide à l'intégration et tout, c'est un concept qui est peut-être un peu plus abstrait, mais tu l'as très bien défini. Hein? C'est autant des services comme ça, mais sinon, les salles de diffusion de spectacles et tout, on n'est pas trop loin ici du Café culturel de la Chasse-Galerie. Il y a le Centre culturel Desjardins à Joliette. Donc, c'est de connaître aussi toute parce que la culture, il y en a beaucoup dans Lanaudière. Donc, tout ce qui est à proximité de cela. Parce qu'on peut travailler dans un certain domaine, faire carrière en technologie, par contre, mais on aime bien aussi voir les spectacles émergents, donc on va entre autres à la Chasse-Galerie. Puis là, cette semaine, tu nous parles de produits du terroir. Ben en fait, je vais parler en général, l'accès aux produits locaux. Hein, quand tu es citoyen de Lanaudière, c'est facile de s'alimenter en produits locaux par divers moyens à proximité, parce qu'on parle du tiers de la région de Lanaudière qui est agricole, hein, qui est zonée agricole. On parle de 2296 productions agricoles. Donc, on est dans une région très fertile au niveau, que ce soit des productions ovines, bovines, volailles, nomme-les toutes, mais aussi au niveau production maraîchère, miel, fromagerie, que ce soit des vignobles, il y en a 6 dans la région, dont un bio. C'est vrai, oui. À Saint-Gabriel. Que ce soit même des productions d'arbres à noix. Il y a une super entreprise au Jardin des Noix à Saint-Ambroise-de-Kildare. C'est extraordinaire. Puis il transforme, fait du chocolat également. Donc, c'est très varié. Puis cette accessibilité-là, ben c'est un bonheur de l'avoir quand tu es citoyen, de l'avoir à côté de chez vous. Quand je dis à côté de chez vous, où c'est l'ensemble des marchés publics en saison estivale, effectivement, tu vois. Parce que là, l'été aussi, ça s'en vient. Ça s'en vient prochainement. Là, on est au printemps. Ça s'en vient prochainement. Le marché public de Joliette, entre autres, à la place Bourget. Le marché public de Joliette qui va revenir encore cette année, qui est un super beau marché. Les samedis, c'est très achalandé. On a une trentaine de producteurs agricoles qui sont là. Mais dans l'ensemble des 4 territoires du nord de la Lanaudière qui est couvert par Place aux jeunes, ben, il y a des marchés publics dans beaucoup de petits villages et municipalités. On pense à Lanoraie, on pense à Saint-Norbert, on pense à Sainte-Marceline, on pense à divers endroits où tu peux sortir de chez toi le dimanche pour aller t'apprisionner pour ta semaine, mais aussi les producteurs agricoles. Il y en a beaucoup. Il y en a en fait une cinquantaine qui font partie
du réseau agroalimentaire, agro-touristique, pour aller visiter chez eux par le biais des goûter la Nodière, directement visite à la ferme pour aller s'approvisionner, puis là, avoir une expertise, un échange avec le producteur qui est là pour te parler de sa production plus longuement, peut-être qu'au marché public. Mais sinon, ça, c'est en saison estivale principalement. Mais sinon, à l'année longue, on est identifié, on a un label Lanaudière, goûter Lanaudière. Fait qu'en épicerie, que ce soit les métros, les IGA de la région, d'autres détaillants, que ce soit des marchés comme le marché Tradition, sont tous identifiés avec une petite étiquette rouge, avec un beau sourire, goûter Lanaudière. C'est facile de manger la Naudois. Puis au niveau bioalimentaire, plusieurs aussi. Il y a beaucoup de cultures bio maintenant. On pense aux farines aussi. S'il y a des amateurs de pain, là, c'est facile de faire pain, biscuit avec de la belle farine, d'épaule, sarrasin, l'orge, l'avoine, grâce à des productions biologiques. Super. Ouais. Merci, Cathy. Puis donc, tout juste avant de poursuivre, je suis un jeune âgé entre 18 et 35 ans, en voie d'être qualifié d'avoir une diplomation, que ce soit collégiale, universitaire. Je veux bénéficier, je suis intéressé à m'établir dans la Nodière et je veux bénéficier des services de place aux jeunes. La Nodière, ça passe par le site web de Place aux jeunes en région. Parce qu'on est site 83 national. Au Québec, mais vous allez sur le site, ça existe dans 15 régions. Fait qu'on va sur le site placeausjeunes.qc.ca, région de la Nodière. Pour s'inscrire? On s'inscrit, on se crée une petite fiche, on inscrit notre domaine professionnel. Puis, et on n'oublie pas de cocher la Nodière. Et là, on va prendre contact avec toi dans les prochaines heures, t'accompagner puis voir c'est quoi ton projet de vie. T'inviter à un séjour exploratoire. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. Tu restes avec nous pour, oui, je reste avec vous. Pour le reste. Hyper intéressant. Bien sûr. Dans la thématique. Exactement. On est dans la thématique service aux entreprises, parce que ce sont deux entrepreneurs qui offrent des services aux entreprises, aux startups. Je suis bien content de les recevoir, les accueillir au podcast Écoute la Nodière. Monsieur Claude Bouchard, qui est fondateur et VP à la recherche et l'innovation chez Intellia. Bonjour. Bien, bonjour. Louis Papineau, qui est fondateur et PDG à la boîte à Startup. Bonjour. Bonjour, Marc-André. La boîte à Startup étant respectivement située à Berthierville et Intellia à Joliette. Claude, vous êtes, on l'a dit, vous êtes fondateur et VP à la recherche et l'innovation d'Intellia. C'est une entreprise qui est située à Joliette, qui a vu le jour au début des années 2000. Vous offrez des services aux agriculteurs par l'intermédiaire du numérique et tout. Mais quand vous avez débuté, début des années 2000, la technologie, c'était assez différent. Vous avez évolué par la suite, mais au début, ça ressemblait à quoi, là, vos premières activités? Il faut se replonger un petit peu à l'époque, là, en 2000. On est à l'époque là, vraiment où Nortel est vraiment le point de mire de tout le Québec en termes de technologie. Ça agit vraiment comme un aimant sur tous les ingénieurs, les techniciens, même les investisseurs. Et dans le fond, il embauche, et puis parce que toute la technologie de transmission numérique là, passe par un incontournable Nortel. Ouais. Puis ça crée, ça fait en sorte que les entreprises qui développent, qui ont besoin de produits dans lesquels il y a des besoins informatiques et électroniques, ils tombent en pénurie ou ne sont pas capables d'arriver à mettre en place des salaires qui sont compétitifs, des programmes de salaires qui sont compétitifs à Nortel. Donc, c'est le contexte du début des années 2000. C'est le contexte vraiment des débuts des années 2000, au moment où l'entreprise Intellia a été fondée. À l'époque, c'était le Centre des technologies appliquées du Québec, c'est le nom de l'entreprise. Ah oui. Mais tout ça, ça crée une espèce d'opportunité qui a fait en sorte que du jour au lendemain, il y a de la demande pour, c'est ça, les entreprises qui ont des besoins électroniques, mais dont l'électronique n'est pas le produit qu'ils vont vendre, mais une composante. Ça fait que, ça fait 6 ans que je suis sorti de l'université. J'ai eu la chance, l'opportunité de travailler dans plein de domaines à travers des groupes là, qui m'employaient à me placer dans différents secteurs technologiques pour assister des équipes de développement. Fait que je me ramasse avec un beau cardex, plein de contacts.
puis des gens qui appellent, qui disent, écoute, on cherche des ingénieurs, on cherche des informaticiens, tu viendrais-tu nous donner un coup de main à développer le produit? Fait que ça fait en sorte que finalement, j'arrête de travailler pour un employeur, je fonde la boîte Centre des technologies appliquées du Québec, et puis là, commence à offrir les services un petit peu de développement. Mais à travers tout ça, on a besoin un petit peu d'aide. En fait, tout ça, j'y arrive pas. Ouais. J'embauche des gens, mais quand on part d'une entreprise, là, on a très peu de moyens. Hein? On part sur notre cash, mais c'est surtout... On entend souvent cela, oui. C'est le rêve qui nous mène, c'est l'ambition qui nous mène. C'est autre chose que... C'est plus de l'argent, c'est vraiment une question de motivation personnelle, un accomplissement qu'on cherche. Puis, à l'époque, j'embauche des finissants. Mais c'est les finissants universitaires, puis tout ça, puis ils y avait peut-être pas l'expérience, mais ces gens-là ont donné beaucoup d'efforts à se développer, puis à être à la hauteur, puis c'était motivant les projets qu'on allait. Fait qu'au bout de la ligne, on a réussi à créer, à mettre en place les fondations d'aujourd'hui Intellia, puis même encore aujourd'hui, des gens qui, à l'époque, en 2000, avaient commencé à travailler pour moi, qui sont toujours à l'œuvre chez Intellia. Fait que on les magane pas trop. Mais puis tout ça, à travers ce parcours-là, puis là, écoute, je regarde mon ami Louis qui est à côté. Oui, parce qu'on était à micro fermé tantôt, puis on avait l'impression que vous vous connaissiez. Ça a pris un peu de temps avant de faire record, mais on est arrivé, mais on est vraiment content d'avoir fait une forme de retrouvailles, parce que ça fait un petit bout aussi, je pense que vous vous êtes vus. Vous avez travaillé ensemble auparavant. C'est ça. Louis, je ne sais pas si tu te souviens, écoute, le fameux projet PDP, c'était un temps ambitieux à l'époque. Puis on s'est rencontrés, je me souviens bien, par l'entremise du comité de développement du parc industriel de Lanoret. Oui, exactement. Hein, c'est ça. Puis là... ça rappelle des vieux souvenirs. Tu te rappelles-tu, le fameux PDP? C'était quoi déjà? C'était un PCP. Le PCP. PCP, oui. Ouais, en bon français, c'était Product Change Proposal. OK. Et c'était un logiciel que j'avais initialement développé dans une grande entreprise sous une plateforme non web, mais une plateforme... à l'époque, c'était, je ne me rappelle même plus du terme, mais c'était un logiciel interne. Et je pense qu'on s'était rencontrés lors d'une rencontre municipale. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une affinité entre nous deux, puis on a décidé d'aller plus loin, puis j'ai proposé, je pense que je t'avais proposé à l'époque, écoute, il y a peut-être ce logiciel-là qui serait intéressant, je pense que c'est l'avenir, ce type de système-là. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis il y avait une belle traction, hein, parce qu'il y avait des gens qui, je me rappelle, tu avais réussi à nouer des contacts avec des entreprises qui voulaient là, ce produit-là, puis tu leur présentais. Puis c'était vraiment un beau processus itératif là, de développement. Oui, en fait, il y avait quand même on avait un beau bagage, un beau portfolio éventuel de clients. Puis, écoute... je me souviens de l'histoire... Marc-André, pour faire cette histoire-là, le parcours d'un entrepreneur n'est pas toujours jonché de succès comme on peut penser. Exactement, oui. Lui puis moi, puis même il y avait Christian aussi, à l'époque, on avait un autre partenaire, puis on avait mis beaucoup d'efforts à développer cette solution-là. Mais on était aussi dans une époque où les navigateurs web étaient vraiment primaires. Il y en avait des tonnes de navigateurs. Tout le monde essayait de tirer son épingle de jeu là-dessus. Puis dans le logiciel qu'on voulait faire en place, on voulait rendre ça dynamique à travers un portail web. On ne parle même pas à l'époque, là, on n'avait même pas d'iPhone. Non, c'est ça. Aucun appareil numérique, là. Non, aucun appareil intelligent. Peut-être les premiers BlackBerry sous forme de tablette, là, mais pas connectés. Là. Mais, puis, écoute, on s'est battu à essayer de développer à faire fonctionner des trucs dynamiques dans un environnement où on s'est dit, on va se lancer, ça va être possible, mais technologiquement possible, technologiquement faisable, là, on a eu beaucoup de difficultés à atteindre les jalons qu'on s'était mis. On a essayé de diminuer un petit peu nos jalons, puis avec tout ça, on n'y arrivait pas. Puis à un moment donné, on a investi là-dedans, puis on s'était Mais c'est intéressant de le rappeler que, justement, pour la réussite, il y a aussi des embûches, puis que les embûches font partie
de la game, autrement dit, excusez-moi l'expression, mais ça fait partie de la game. Moi, je pense qu'il faut avoir des embûches, parce que quand tu as des embûches, tu deviens plus fort par la suite. Oui, là. oui, si exactement. tu n'as jamais d'embûches et puis tu as seulement une embûche dans ta vie, te relever, elle va peut-être être très, très difficile. Mais si tu en as 10, 12 embûches, puis je pense en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas 10 embûches, tu en as toutes les semaines des embûches, ça devient plus une embûche, ça devient, on appelle plus ça des embûches, on appelle ça... Parce que ça devient quotidien, ouais. Ça devient quotidien. Donc, les petites embûches peuvent nous paraître très, très grandes quand on débute en affaires, mais à la longue, les petites embûches, c'est absolument rien. Donc, tu sais, dans le fond, moi, ce que je retiens de ça, Louis, c'est que, tu sais, on a vraiment appris la dure, mais ça a bien servi, tu sais, parce que, tu sais, l'expérience qu'on a été capable de tirer de ça, en tout cas, moi, pour ma part, c'est que avant, maintenant, d'entreprendre un projet, évaluer, être capable de peser son risque, de faire les démarches préalables pour être capable d'évaluer le risque, puis de savoir avant de se lancer, puis d'engager finalement toute l'entreprise. Parce que quand tu t'engages en termes d'entreprise, tu engages aussi tous tes employés derrière toi, puis tu peux mettre tout ça à risque. Hein? Fait qu'on fait partie d'une équipe. Fait que non, je te dirais que ça a bien, en tout cas de mon côté, ça a bien servi. Ouais. Ben là, tu es en train de me dire qu'on devrait s'essayer de nouveau d'autres choses. Là. Parce que des idées, j'en ai, Claude. Louis, d'ailleurs, tu as eu l'idée de fonder un véritable incubateur d'entreprises à Berthierville, des startups, la boîte à startups qui est située près du fleuve à Berthierville. Et puis, c'est pas n'importe quel bâtiment, il y a une histoire derrière ça. On va y revenir, mais d'abord, d'où est parti ce projet-là de la boîte à startups? Ben, écoute, la boîte à start-up, ce qu'il faut dire, c'est que oui, je suis PDG de la boîte à start-up, mais j'ai aussi ma propre boîte de consultation. C'est vrai, oui. Donc, Papineau et compagnie. Oui, Papineau Eco. Papineau Eco, en réalité, c'est ce qui m'a amené à la boîte à start-up. Parce que, juste un peu peut-être j'y reviendrai, mais quand j'ai parti mon entreprise de consultation, donc une firme de consultation, puis habituellement, on part ça. Je sais que Claude, il avait parti sa business dans son sous-sol, que je me rappelle très bien. Puis, moi, je l'ai parti dans mon dans la chambre de ma fille. Donc, quand elle a quitté la maison, évidemment. Donc, j'ai parti mon bureau de consultation suite à un départ d'un centre de recherche. Et au fil du temps, en rencontrant plusieurs entrepreneurs, moi, je suis consultant en transformation alimentaire, tout ce qui est technologie d'emballage, durée de vie, conservation. Donc, on commercialise beaucoup de produits. On aide les entreprises à commercialiser leurs produits. Donc, ça, c'est mon bureau de consultation, Papineau Eco. Et en rencontrant au fil des années plusieurs entreprises, je me faisais toujours demander la même question. Où est-ce que... moi, je recommandais aux gens, je dis avant d'investir 300, 400 000 dans une unité de production, dans des équipements, je dis testez votre marché avant parce que c'est très difficile. Je vous le dis toujours, je commence toujours comme ça en disant que c'est très difficile l'alimentaire, la transformation alimentaire. Donc, je leur disais, essayez de vous trouver un lieu de production à proximité de chez vous, genre un restaurant qui ferme. C'est difficile, les difficultés reliées beaucoup aux investissements d'équipement. Oui, les investissements, mais aussi c'est relié aussi à des normes du MAPAC, entre autres, ou de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA. Ouais. Donc, c'est excessivement difficile de trouver un local alimentaire qui correspond à nos besoins. Souvent, il y a des gros investissements à faire en amélioration locative pour mettre ça aux normes. Donc, à force de me faire demander où est-ce que je peux produire, où est-ce que je peux produire, écoute, moi, ça me trottait dans la tête. Puis pour moi, le service à la clientèle est super important. Donc, ce que j'ai fait, j'étais voir les gens du MAPAC. Je suis allé voir le cégep de Joliette, la Nodière, parce qu'il y avait des très belles installations. Puis ça, c'était en quelle année? Ça, c'était, je dirais, 2017 environ, 2018, avant la boîte à start-up. OK, d'accord. Donc, j'avais commencé en 2017 environ à aller faire le tour du gouvernement, le MAPAC, le réseau Agri-Conseil, le CDBL. Ce sont tous des organismes qui sont dans le domaine alimentaire, en leur disant, écoutez,
peut-être l'idée d'avoir un incubateur en transformation alimentaire, ça serait intéressant d'avoir ça dans le Nodière parce que j'ai beaucoup de demandes, puis je vais pouvoir vous envoyer des clients. Puis, écoute, la plupart des réponses que j'avais, ils me disaient, écoute, ça fait 20 ans qu'on en veut un, mais c'est très, très long, puis on n'arrive pas à faire bouger les choses. Puis je me suis fait dire, Louis, écoute, parle-le, toi, l'incubateur. Donc, ça semblait facile de dire ça par l'incubateur, mais la réalité, c'est que même moi, je faisais face aussi à une problématique que je devais investir pas 300 000, mais pas loin d'1 million dans une bâtisse puis dans des améliorations locatives. Mais, un peu comme Claude, ma business de consultation grossit, donc je devais déménager, je devais trouver une place. La chambre de ma fille devenait trop serrée, donc j'ai trouvé une bâtisse que je connaissais un peu, qui m'intéressait, qui était à vendre, qui avait beaucoup de potentiel. Je voyais son potentiel, mais il y avait beaucoup d'amour à donner. Ouais. Donc, j'ai fait une offre. J'ai dit, je vais transférer mon bureau là. Puis, j'ai dit, parfait, je vais faire une petite cuisine. Donc, je vais faire une petite cuisine commerciale que je vais mettre à la disposition de mes clients. Donc, c'est pour ça un genre d'incubateur. Mais je me suis retrouvé avec une bâtisse qui avait 32 000 pieds carrés. Donc, la petite cuisine, elle devait être grande. OK? Donc, mais bon, j'ai dit, OK, j'ai élaboré des plans. Puis, finalement, j'ai acheté le bâtisse, puis on l'a fait sur 2 étages. Donc, le rez-de-chaussée, c'est un incubateur destiné à la transformation alimentaire, dont à l'intérieur, on retrouve une cuisine commerciale tout équipée. Qui s'appelle le cul de poule. Oui. Donc, le cul de poule, c'est le bol à mélanger. Puis d'ailleurs, là, on ne peut pas, j'avoue que je suis chanceux, là, on ne peut pas ne pas passer là et avoir de leur succulente gaufre. À toutes les fois que je vois, ils me disent un petit sac de gaufre, puis c'est oui, bonheur. Ça, c'est le plaisir. C'est le caramel. Le caramel, oui. C'est le plaisir d'être entrepreneur en transformation alimentaire. Ça veut dire qu'on rencontre environ peut-être 75 entreprises par année. Donc, on a quand même un bon portfolio. Et ça va jouer on a des produits locaux. Tantôt, Cathy a parlé des produits locaux. Donc, on a évidemment des gens qui viennent de la région de la Nodière, mais aussi on a des gens qui viennent... surprenamment, il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal, Laval et la Rive-Sud. J'en ai même de la Rive-Sud, genre Drummondville, Victoriaville. Okay. Parce qu'on a une cuisine très bien équipée, puis ce qu'on offre comme service aussi, étant donné que mon bureau est sur place, donc on fait beaucoup d'accompagnement. Donc, les entreprises qui, à la base, venaient juste pour louer un bloc d'heures pour produire, écoute, je me retrouve avec des mandats d'accompagnement suite à ce que ils me posent des questions. Puis donc, on bénéficie d'un espace d'équipement et aussi une forme de mentorat, si je comprends bien. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un incubateur accélérateur. Ouais. En plus, à l'étage, étant donné que c'est une vieille usine, une usine de couture, à l'étage, les planchers sont en bois franc, donc on ne peut pas faire de l'alimentaire. Donc, à l'étage, ce qu'on retrouve, c'est des bureaux, des ateliers, des bureaux de professionnels. D'où le lien avec un peu l'incubateur, parce que souvent, les gens, les jeunes entreprises, les startups qui démarrent, ont besoin d'un comptable. Donc, j'ai un comptable qui s'est installé là-bas. Ont besoin d'une image graphique, d'une image d'entreprise. Donc, j'ai une firme graphique qui s'est installée. Puis c'est quand même une belle firme qui son siège social est à Blainville, même un bureau ici. J'ai un laboratoire aussi, laboratoire à garde pour toutes les analyses microbio. Donc, on est en transformation alimentaire, donc on a besoin de faire des analyses microbio pour faire les durées de vie, les tableaux de valeur nutritive. Donc, on a des professionnels qui sont sur place. On a aussi un bureau de ressources humaines. Il y a beaucoup de monde derrière ça. Mais on se posait la question, Cathy et moi, combien de startups actuellement à ce jour dans cette grande bâtisse-là au total? Il y en a combien? Aujourd'hui, on en a à peu près 15 locataires, 15 entreprises qui sont là. Puis vous pouvez en accueillir d'autres? Oui, mais là, on commence à être serré. Je pense qu'il reste peut-être deux petits bureaux. Mais ils sont quand même grands. C'est des petits bureaux. Très hauts, oui, c'est ça, des plafonds. Très éclairés. C'est 200 pieds carrés par bureau, mais... très, très vitré. Oui, on peut en accueillir encore quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns.
Mais on a beaucoup des temporaires, là, ceux qui viennent en accompagnement au niveau du cul de poule. Ben ça, comme je vous dis, on rencontre peut-être 75 entreprises par année. OK. Donc, ça roule quand même beaucoup. Là. Oui. Du côté d'Atelier, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ces valeurs, j'en ai noté deux valeurs qui sont reliées aux services que vous offrez aux agriculteurs. Il y a le confort et le bien-être animal, qu'au fil des années, vous avez positionné ça comme une grande importance. Donc, vous permettez aux agriculteurs de souvenir, en fait, à ces besoins-là là, pour leurs bêtes. Là. Bien, à la base, je pense qu'on ne l'a pas peut-être mentionné, mais maintenant, ça s'appelle Technologie Intelia. On s'est vraiment dissocié de tout ce qui s'appelait développement de produits industriels et tout ça. Et maintenant, on est vraiment une vocation dans laquelle on développe des contrôles ou des systèmes pour monitorer, des contrôles, admettons, d'ambiance pour les fermes. En 2005, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon partenaire actuel qui est Dominique Désy. Moi, j'avais une passion pour la technologie. Dominique avait une passion pour le développement des affaires. Dominique avait déjà initié un beau projet. On a travaillé ensemble à développer ce projet-là puis l'emmener dans une phase plus commerciale. Fait qu'on a vraiment travaillé là-dessus. Puis on a, je vous dirais, développé des contrôles d'ambiance là, comme produit. Des contrôles d'ambiance pour les fermes. C'est-à-dire qu'on installe une espèce de cerveau intelligent qui est capable d'aller mesurer tous les échantillons de plein de paramètres. Là. Par exemple, la température, l'humidité, le poids. Par exemple, dans le cas de ferme de volailles, le poids des volailles pendant qu'ils vivent, la luminosité, la quantité de nourriture qu'ils mangent. Exactement. L'eau, fait que dans le fond, plein de paramètres comme ça. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette information-là, on la cogite, puis on l'envoie à des signaux, on la transforme en signaux pour commander des équipements qui vont réguler la ventilation, réguler l'éclairage, réguler la température, réguler en fait plein, qui va démarrer les soigneurs au bon moment, les alimenteurs, par exemple, au bon moment. Fait que, en fait, il n'y a pas une composante dans la ferme qui touche pas qui touche pas aux animaux, qui ne passe pas par cette espèce de cerveau-là intelligent. Oui. Puis, fait que ça a été quelque chose, notre pierre notre lance de fer là, qu'on a commencé à faire là, en 2005. On était présenté à Atlanta, puis on a développé sur l'échelle un peu internationale ces produits-là. Puis on a investi aussi beaucoup massivement là, dans, quand est apparu les LED, l'éclairage au LED, ben, il y avait tellement d'économies d'énergie pour les producteurs à remplacer l'éclairage artificiel dans les bâtisses qui étaient à l'époque des lampes à filament par des lampes à LED. Il y avait beaucoup d'économies d'énergie que les producteurs sont mis massivement à remplacer ça. Mais la problématique, c'est que ces lampes-là, avec les méthodes de contrôle des lampes incandescentes, ça crée du scintillement. Du scintillement que nous, humains, on voit plus ou moins. Mais comme l'œil, par exemple, des volailles c'est plus sensible. Beaucoup plus développé, beaucoup plus développé, ils voient ce scintillement-là, puis ça crée du stress. Dans le fond, être toujours en dessous d'une lumière qui flash. Ça a créé chez nous un projet de recherche important qui a abouti sur un produit de contrôle qui élimine ce scintillement-là sur ces technologies-là. Fait qu'Intelia a comme une très bonne réputation là, internationale sur cette espèce, ce contrôle-là. C'est ça. C'est tout à votre honneur, là, également. Puis tout ça, dans le fond, pour être capable de rendre les animaux, de rendre l'environnement plus confortable. Pourquoi? Parce que c'est démontré maintenant, il n'y a même plus de doute là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que plus un animal est confortable, plus il va être en santé, puis plus il va avoir des bonnes appréhensions dans sa croissance, plus il va croître efficacement, en santé, rapidement. Tout ça. Et ça se traduit par beaucoup d'économies en termes de quantité de nourriture que tu dois donner, en termes de GS que tu vas produire pour amener
que tu vas libérer à cause de ta production. Oui, oui. Parce que le développement durable aussi, ça fait partie de vos initiatives, là, où vous favorisez le développement durable. Plus que ça, c'est même une valeur chez Intellia dans nos valeurs. On n'attaque pas un produit, on ne développera pas un produit, on ne mettra pas rien dans le marché qui n'a pas une vocation à développement durable. Et maintenant, nous, depuis, admettons, 2015, il y a eu une année charnière pour Intellia parce que du jour au lendemain, en 2015, c'est là où la connectivité Internet s'est rendue disponible dans les zones rurales, partout en Amérique du Nord. Pas parfaitement, mais la couverture est devenue suffisamment grande pour être capable de dire on est capable de maintenant installer les mêmes capteurs que je parlais tout à l'heure, les installer dans les fermes. Puis, plutôt que de faire le contrôle, parce qu'il y a déjà des solutions de contrôle en place, là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient collecter ces informations-là. On les emmène dans un nuage, sur des serveurs. Puis, au niveau du serveur, là, la vocation d'Intellia est maintenant d'appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, puis d'être capable de produire des informations qui vont améliorer la qualité du troupeau, mais pas juste au niveau de l'élevage. C'est toutes des petites initiatives qui font en sorte que vous répondez à cette valeur-là. C'est ça. En réalité, c'est ça. C'est qu'on n'essaie pas juste d'assister, mettons, le producteur à produire mieux, mais on vient aussi synchroniser un paquet d'intervenants qui ont un gros impact sur la production. Par exemple, le meunier. Le meunier, lui, là, dans le fond, quand il envoie de la moulée à la ferme, il faut normalement qu'il mette la bonne formulation. Mais s'il en livre trop à la ferme, puis que la production se termine, qu'est-ce qui arrive? Fait qu'il va devoir passer puis repomper cette moulée-là. S'il ne fournit pas assez, il doit faire un voyage supplémentaire pour en emmener. Fait que en ayant des outils de prédiction, on est capable de dire, mais regarde, la quantité de moulée pour emmener au possible, c'est, je ne sais pas moi, 15 tonnes de moulée. Fait que là, rendu au final, il n'y a pas besoin de repasser. Louis, je l'avais évoqué tantôt, le bâtiment où se trouve la boîte à start-up, ça parle beaucoup, c'est une ancienne usine, comme tu l'as dit, mais il y a un sentiment particulier pour toi, un sentiment d'appartenance. J'aimerais ça que tu racontes un peu l'histoire qui est derrière cela. En fait, la bâtisse en tant que telle, c'est une usine de couture qui a été construite autour de 1951-53. Je n'ai pas l'année exacte, mais je pense que c'est 51 parce que sur une photo, c'est indiqué 1951. Et ce qui est particulier, c'est que beaucoup de à Berthierville, c'était une usine de manufacture de couture où est-ce que beaucoup de gens ont travaillé. Et dans les années 50, 60, 70, 80, jusque dans les années 90, où est-ce que le domaine de la couture, de la mode a tombé au Québec. Mais qu'est-ce qui m'attache un petit peu à cette bâtisse-là, c'est que j'ai ma mère qui a travaillé. Et on a des photos de ma mère avec dans les années, la première année que ça a été construit, des années 51. Il y a ma tante aussi, on voit sur la photo avec le président actuel. Pas le président actuel parce que c'est moi, mais le président de l'époque à ce moment-là. En fait, mes tantes, mes oncles, toute la famille, mon frère, ma soeur ont tous travaillé dans cette usine-là, sauf moi. Sauf que, disons que j'ai repris toutes les années perdues. Donc, j'y travaille beaucoup. Et aussi, ce qui est un peu... ce qui me touche aussi, c'est que la fille de l'ancien propriétaire, qui est devenue, à la suite du retrait de son père, est devenue présidente de l'usine de manufacture de couture. Aujourd'hui, elle a 82 ans environ. Elle est venue visiter. Puis elle a été très, très émotive quand elle est venue parce qu'elle a vu... Bon, c'est sûr que ça a énormément changé. Oui. Mais visuellement... le cachet, il est là. Puis le cachet est encore là. Vous avez gardé aussi certains équipements. Oui, exactement. J'ai fait mon petit, tu l'as vu, Marc-André, j'ai fait un petit musée, le petit musée historique, là. Justement, il me reste des photos. Puis elle m'a apporté, écoute, ça fait peut-être 3 semaines environ, elle m'a apporté encore des photos, des grandes photos qu'elle m'a données pour que je puisse mettre dans mon petit musée.
Donc, c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est vraiment... mais on n'est pas du tout en couture. J'allais souhaiter vraiment très, très fort d'avoir... Puis, bon, il est encore temps. Je lance l'appel à tous, mais j'allais souhaiter avoir un atelier où est-ce qu'un entrepreneur est parti... un genre de petite, je vais dire, shop, là, une petite shop de couture. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus appeler ça comme ça parce que c'est des méga usines, mais ça peut être quelqu'un juste qui travaille dans du textile, les vêtements, le cuir. Donc, j'aurais aimé ça qu'il y ait encore cette vocation-là, mais malheureusement, bon, là, pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Ça sera peut-être à suivre. Ça sera peut-être à suivre. Oui, effectivement, ça a une petite touche personnelle. Surtout que quand j'étais plus jeune, j'allais dans les années 80. Donc, ma mère, elle a travaillé dans les années 50 et après ça, dans les années 80. Puis dans les années 80, moi, j'allais à la petite école. Donc, j'allais sur l'heure du dîner, j'allais chercher ma mère, puis on allait dîner ensemble. OK. Donc, c'est ça. Peut-être faire des tabliers ou des mitaines de four, hein? Ça serait le concept. Oui, c'est ça le concept, c'est ça. Oui, une bonne idée. Claude, un jeune qui sort de l'université, qui veut faire carrière, puis il y a vraiment un bagage, là, un nouveau bagage, un bagage récent en technologie. J'imagine qu'il peut faire carrière chez Intellia. Mais comment se présente un peu votre quotidien chez Intellia et c'est quoi les avantages pour un jeune de débuter sa carrière chez Intellia? Ça, c'est toute une question. En réalité, chez Intellia, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a des emplois très technologiques, dans le fond. Tantôt, j'en parlais du développement de produits électroniques, du développement de produits logiciels, de l'intelligence artificielle. Aussi, ce que ça prend aussi des cerveaux, admettons, qui ont je te dirais, pas en soins des animaux, mais plus au niveau de médecine. Sensibilité. On appelle ça la médecine vétérinaire ou médecine animale. Tu sais, pour être capable de savoir, quand on développe un produit, il faut être capable de tenir, ou un service, il faut être capable de tenir tout l'aspect, la valeur qu'on apporte aux producteurs, mais aussi à l'ensemble des intervenants. Fait que, après ça, il y a des emplois aussi au niveau de la vente, la commercialisation, le soutien technique. Fait que c'est quand même un bel écosystème qui est assez complet. Il y a aussi, évidemment, tous les services comptables et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui arrive dans cet écosystème-là, elle n'est pas seule. Elle est entourée déjà avec une équipe qui est quand même pluridisciplinaire. Elle va être accompagnée, mais elle va être surtout plongée elle va surtout arriver avec un projet, une mission qui va lui être donnée. Ça va dire de développer, par exemple, je prends par exemple un emploi technique, un ingénieur, technicien, peu importe. Elle va avoir une mission, elle va avoir des responsabilités, puis elle va être accompagnée, elle ne sera pas laissée seule. Donc, il y a un accompagnement. Toujours. Il y a des avantages sociaux aussi. Oui, c'est certain qu'il y a des avantages sociaux, il y a des programmes de rémunération, boni, tout ça. Mais ce qui est assez intéressant aussi, on essaie d'être innovant. Et puis, l'innovation, l'entrepreneurship font partie des valeurs écrites, là, je dirais, dans notre manuel d'employés, sur lequel on privilégie beaucoup ça, que les gens soient capables de faire preuve d'initiative, d'innover avec audace, puis d'être capable d'améliorer, pas nécessairement juste le process, mais aussi ses habiletés, de la formation continue. Fait que pour faire ça, dans le fond, ils sont vraiment bien suivis par des gestionnaires de projets qui vont les mettre en bonne relation avec les bonnes personnes pour que ces personnes se développent. Parce ce qui est important aussi, c'est pas juste de développer pour l'entreprise, mais il faut que la personne elle grandisse dans sa profession. Dans sa profession. Il faut que sa valeur, elle, au marché, grandisse. Parce que Intellia, il n'y a pas juste Intellia, mais puis pour être capable, nous, d'être capable d'oser ça, c'est intéressant de benchmarker par rapport à qu'est-ce que vaut cette personne-là sur le reste du marché. Fait que c'est important qu'elle puisse s'élever, puis on essaie de donner tous les outils qu'il faut pour qu'elle puisse s'élever. Du côté de la boîte à start-up, moi, s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que vous avez des vélos. Puis c'est qui utilise vos vélos? C'est un peu tout le monde dans la boîte à start-up. C'est qui juste ces personnes? Oui, en fait, on a acheté des vélos. On a acheté 5 vélos. Qu'on met à disposition. Ils sont identifiés au nom de la boîte à start-up qu'on a mis à l'extérieur, évidemment, dans la saison estivale.
on les sort à la saison estivale. Et puis, on les offre. Premièrement, les vélos c'est du libre service. OK, donc c'est à la disponibilité des citoyens, des passants. Pas des citoyens nécessairement, mais des membres de la boîte à start-up. Des membres de la boîte à start-up. Donc, les locataires de la boîte à start-up. On a mis ça parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, là, on dit toujours qu'il faut, à la boîte à start-up, on veut que ça soit convivial, on veut que ça soit amical, on veut que ça soit une famille. OK? On est vraiment une famille, tout le monde s'entraide. Donc, on s'est dit, OK, quelle activité qu'on peut faire, qu'on peut mettre à la disposition, donner un coup de main aux gens. Donc, on a acheté des vélos, on les a identifiés au nom de la boîte à start-up. Puis, il y a des clients même qui allaient livrer du stock, du matériel avec la boîte à start-up à Berthierville. Super. Donc, c'était intéressant. Pourquoi choisit-on la Nodière comme milieu de vie, Claude? Premièrement, parce que c'est la plus belle place au Québec. Je suis convaincu. Quand on regarde la Nodière, on est entouré, puis tantôt on a fait mention, là, on est entouré de produits intéressants, frais, locaux. Fait que les gens, les gourmands, un peu comme Louis, là, parce que Louis, dans le fond, j'ai compris tantôt qu'il avait parti sa business par gourmandise. Mais en réalité, c'est ça. Fait que puis c'est un espace où c'est pas stressant vivre dans la Nodière. Hein? C'est apaisant. C'est vert. Quelqu'un qui aime la nature, là, prend même pas son auto, prend son vélo et tout de suite à côté de la rivière à Joliette, là, et tout de suite à côté de la rivière l'Assomption. Il y a plein de sentiers. Dans le fond, il y a un milieu de vie, il y a une qualité de vie qu'on retrouve dans la Nodière, qu'on retrouve dans peu de villes, je pense, au Québec. C'est pas une ville dans laquelle il y a du trafic. C'est une ville où ça sent bon. Tout autour là, est vraiment... Puis, on pense au petit marché, on pense à juste la façon dont Joliette fait son éclairage pour les festivités. Là. C'est joyeux. Le marché de Noël, comment c'est magique. Oui. Pendant un mois sur la place Bourget, mais tout autour aussi, l'illumination. Tout décoré, vraiment. C'est exceptionnel. Parce qu'en dehors de la vie, parce que c'est sûr qu'on travaille beaucoup, admettons, peu importe là, où on travaille, on est quand même dans notre bureau, ou maintenant de plus en plus en télétravail, mais à l'extérieur de ça, quand on sort, quand on termine, ça peut être intéressant de profiter d'un petit resto, de profiter d'une vie familiale, d'avoir des activités proches. Hein? On est à côté des montagnes de ski tout proche. On a 3 monts de ski. Des glissades de Saint-Jean-de-Mata, des clubs de golf, tout ça. Fait qu'il y a une richesse en termes de qualité de vie là, qu'on peut aller chercher dans la Nodière, en plus de toutes les institutions de formation, le cégep, exactement. Fait qu'on est vraiment bien outillés maintenant. Et Louis, de ton côté? Écoute, je suis 100% d'accord avec Claude, comme toujours. Écoute, moi, je pense que la Nodière, ça a été... c'est souvent une région qui est pas assez mis de l'avant, OK, au Québec, parce que on est collé sur Montréal. Donc, on fait partie du Grand Montréal. Donc, on passe un peu inaperçu par rapport au Grand Montréal. Okay? Donc, on est, par rapport à d'autres régions, quand on va dire le centre du Québec, on va dire la Gaspésie, on va parler de en Beauce. Okay? Donc, ça, ce sont vraiment des territoires qu'on reconnaît. Mais la Nodière s'est souvent fait absorber par le Grand Montréal. C'est la région entre Montréal et Mauricie. C'est ça, exactement. Stratégiquement parlant, on est excessivement bien positionné. On est à mi-chemin, justement, entre deux grandes régions. On a l'autoroute 40 qui nous traverse de bord en bord. On a un magnifique fleuve qui s'appelle le Saint-Laurent, qui longe la région de la Nodière. D'autres particulièrement. Ce territoire-là. Où est-ce qu'on est situé à Berthierville? On était à moins de 2 minutes, même pas, 1 minute du fleuve. Et d'une réserve mondiale. Et d'une réserve mondiale. Aussi, ce que j'ai remarqué, parce qu'avec mes employés, c'est ce qui les attirait. Pourquoi ils sont venus aussi? Parce que c'est difficile, je suis sûr, c'est probablement la même chose pour Claude aussi. C'est attirer des gens, des professionnels qui ont une formation universitaire, qui ont un bac, une maîtrise,
ou même des doctorats, c'est très, très difficile de les attirer dans la notière parce qu'ils ont... ils ne connaissent pas la région, ils croient que c'est très loin de Montréal. La plupart des gens ont étudié à Montréal ou à Québec. Donc, c'est difficile de les attirer parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on fait partie de la grande région de Montréal, ils ne connaissent pas le bon côté, les bons côtés. Mais maintenant, ils connaissent tous les avantages Oui, avec ce podcast. Il y a énormément d'avantages. Ce que Claude a dit tantôt, je pense que le plus bel avantage qu'on a, c'est vraiment la qualité de vie. Donc, la plupart, moi, de mes employés ont décidé de s'installer ici pour la qualité de vie. Donc, ils connaissaient déjà la notière, mais c'est pour la qualité de vie qu'ils se sont installés et qui demeurent ici, là. Donc, je pense que c'est un gros avantage qu'on a. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce podcast, à cet épisode. Ça fait plaisir. Merci, merci à vous. Vraiment de belles rencontres. Merci, vraiment. Merci. Claude Bouchard, fondateur et VP à la recherche et l'innovation chez Intellia. Merci beaucoup. Louis Papineau, tu es fondateur et PDG à la boîte à start-up. J'imagine qu'on peut vous retrouver également sur les médias sociaux. Oui, bien sûr. À travers LinkedIn. Facebook, pas tellement, mais plus LinkedIn. Évidemment, à travers, on a une page Facebook sur Internet pour Technologie Intellia. Parfait. Je vous invite à nous suivre et à voir un petit peu ce qu'on fait. Je pense qu'il y a plein de choses là, qui peuvent être intéressantes pour le domaine agricole, mais aussi... ceux qui voudraient postuler sur vos postes que vous avez mentionnés, qui auraient envie de relever le défi de faire partie de votre équipe. Ça, c'est intéressant. En fait, directement sur le site web, là, il y a une section, c'est ça, puis communiquer avec nous si des gens ont de l'ambition, veulent participer à des projets durables où ils ont simplement envie de voir des défis. Souvent, on pense que les grands défis technologiques sont juste dans les grandes villes. Je peux vous dire que non. Effectivement, il y a des technologies très avancées là, qui se développent et qui sont au cœur des entreprises là, en région. En tout cas, chez la Nodière, chez nous, il y en a des belles. Et c'est la raison pour laquelle on vend un petit peu la solution un petit peu partout à travers le monde. Sinon, ça serait pas... sinon, on serait pas là. Aussi connu. Merci beaucoup, Claude. Puis si on veut vivre un séjour exploratoire et aussi bénéficier des services de Place aux Jeunes La Nodière, bien, ça se fait sur placeausjeunes.qc.ca. Exactement. Tu as tout dit. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi. Merci encore à vous deux et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup.